nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. We've already lost the war. Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau dans votre émission préférée de décryptage de l'actualité mondiale, mais en partant du point de vue du conflit russo-ukrainien et de la Russie. Et j'ai toujours le plaisir d'avoir avec moi Karine Béché-Godovko, à qui je dis bonjour immédiatement. Bonjour Karine. Bonjour Rachid, bonjour à tous. Sympa le paysage, on profite bien de la vie. Bien sûr. Bravo. Je vous salue de Crimée. Bravo. Alors, la première question, je vais tenter très rapidement d'établir un cadre global avec différents éléments qui, selon certains, convergent peut-être vers un dénouement du conflit en Ukraine. Alors, je te demanderai, Karine, de mettre de côté ton scepticisme une minute et puis de le réhabiliter immédiatement après. Voilà. Je vais essayer en tout cas. Voilà, je vais essayer d'ajouter une touche un peu d'optimisme, mais on verra. Alors, les éléments, c'est quoi? Alors, on a la Rada, le Parlement ukrainien, qui a adopté une loi qui place le Bureau national de lutte contre la corruption, qui était indépendant jusqu'à présent, sous la tutelle du procureur général, et donc, d'après la loi ukrainienne, sous la tutelle du président, de Zelensky, qui désormais ont la possibilité de clore n'importe quelle enquête relative à la corruption, ou bien de contrôler intégralement toute enquête qu'ils décident de garder, et donc de pouvoir l'orienter loin des personnes ciblées, et qui sont souvent dans l'entourage de Zelensky, dans les entourages de Zelensky. Parce que c'est des cercles concentriques. Plus on s'éloigne, plus l'aide américaine et européenne se dissipe, et ce ne sont que des miettes qui arrivent au front. Alors, immédiatement après cela, on a eu des manifestations dans différentes villes d'Ukraine, notamment à Kiev, à tel point que certains ont commencé à parler peut-être d'un nouveau Maïdan. Pourquoi? Parce que en temps de guerre, avec l'état d'urgence, avec les TTCK, c'est-à-dire les anges de la mort qui raflent les gens dans la rue pour les envoyer au front, qui rôdent partout, le fait de sortir manifester avec des pancartes, c'est quand même pas rien. Donc il y a un ras-le-bol généralisé et voilà, là c'est une ligne rouge que Zelensky a franchie et peut-être qu'il s'est tiré une balle dans le pied. En même temps, on a un article du Télégraphe dont on connaît la proximité avec l'État profond anglais, notamment avec le MI6, qui nous sort un article où il présente Zelensky comme étant le problème dans l'équation. Sachant que les maîtres à penser, les maîtres tout court de Zelensky se trouvent également à Londres et pas uniquement à Washington. Et on a vu le rôle de l'Angleterre, du Royaume-Uni dans le conflit en Ukraine, comment Boris Johnson avait atterri à Kiev pour empêcher les Ukrainiens de signer un accord avec la Russie, prolongeant la guerre de plusieurs années. L'autre élément, on a l'ultimatum qui avait été imposé, entre guillemets, par Trump aux deux belligérants de clore la guerre dans un délai de 50 jours, qui est passé à 12. Immédiatement après ces événements-là que je viens de décrire. Et puis enfin, on a Zaloujny, qui était le chef de l'armée ukrainienne, avant d'être démis de ses fonctions et exilé dans le rôle d'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, qui a posé pour Vogue. Et on sait que le fait de présenter des gens dans des revues comme celle-là vise à leur donner un côté présidentiable, un côté glamour, un côté populaire. Donc, du point de vue de l'establishment occidental, a-t-on définitivement lâché la poupée Zelensky, tout en préparant une poupée alternative qui serait Zaloujny, qui étant un militaire pragmatique, serait prêt à signer avec la Russie le fait d'abandonner 4 oblasts et la Crimée pour un traité de paix. Voilà, donc je m'arrête là. Je te cède la parole, Karine. Toi, je suis restée calme, je n'ai pas réagi. Maintenant, je suis étonné. Non, tu peux apprécier la chose. Donc, reprenons les éléments un par un, parce que effectivement, chaque élément peut être interprété de manière différente. En ce qui concerne ces organes anticorruption, lorsque l'on dit qu'ils sont indépendants, la première question qui se pose, c'est de qui sont-ils indépendants? Parce que l'indépendance en soi, ça n'existe pas. Donc, quand vous avez des organes qui fonctionnent dans un cadre étatique et que l'on déclare indépendants, il faut savoir qu'ils sont soit dépendants de cet État dont ils font partie, parce qu'ils sont des éléments étatiques, soit ils sont dépendants d'autres organes non étatiques, dits supra-étatiques,
mais ils y sont également indépendants. Simplement, ils ont une autre dépendance. En ce qui concerne ces organes de lutte contre la corruption, ils étaient effectivement indépendants, en tout cas formellement, de ce qui est mythiquement appelé aujourd'hui l'État ukrainien, puisque juridiquement l'État ukrainien n'existe plus depuis 2014, mais en tout cas de la carcasse institutionnelle qui continue à fonctionner et être activée de l'extérieur. Et ils étaient en toute logique effectivement reliés à ces organes extérieurs. Donc, première question qui se pose. Nous avons face à nous un État qui est en faillite, et c'est reconnu partout, c'est-à-dire avec des institutions qui ne fonctionnent plus, et avec un système politique qui est détruit. Où peut-on trouver la force de remettre en cause des organes qui sont mis en place et tenus et dirigés de l'extérieur? Donc ça, c'est la première question à laquelle il faudrait quand même réfléchir un petit peu avant de commencer à crier « Hurrah, hurrah, hurrah » et à sauter partout. Deuxième question. Cela a provoqué des manifestations et nous n'avons vu strictement aucune réaction de ces centres de recrutement musclés qui, en dehors de ça, raflent tout ce qui bouge dans les rues d'Ukraine. Surprenant quand même, non? Est-ce que par hasard, ils n'auraient pas eu l'ordre de rester chez eux? Et dans ce cas-là, on revient à la première chose, à qui sert le crime? Troisième remarque, les gens manifestent parce que on supprime des mécanismes techniques et juridiques de dépendance d'organes. Vous êtes sérieux? Non mais vous avez quasiment plus de travail. Vous avez des problèmes sociaux énormes. Vous n'arrivez pas à payer vos frais communaux. Vous êtes payé un salaire au lance-pierre. L'économie tient parce qu'elle est sponsorisée à l'extérieur. On vous prend vos fils, vos maris pour les envoyer de force sur le front. Mais vous, évidemment, vous allez sortir dans la rue massivement parce que on remet en cause des mécanismes juridiques de contrôle de corruption dans un pays qui, de toute façon, est corrompu à 200%. Donc, il y a quand même, on va dire, derrière tout ça, une technologie politique réelle. Et pour l'instant, nous n'avons évidemment pas tous les éléments pour analyser la question, mais en tout cas, il me semble qu'il est quand même quelque peu prématuré aujourd'hui de dire qu'il y a un soulèvement populaire général pour se débarrasser de ce pauvre Zelensky qui est le véritable dirigeant d'un véritable pays et donc dont le départ va régler toute la situation. Deuxième aspect, et on continue en fait, la question justement de ce fameux Zelensky. Zelensky, oui, dérange. Enfin, il y en a d'autres qui ont dérangé avant. Ils ont été changés. Et finalement, ça n'a pas changé grand-chose sur le fond, en tout cas sur le fond réel, c'est-à-dire sur la question de la prolongation du conflit en Ukraine. Parce que ce n'est pas l'Ukraine qui se bat. Le conflit se dérive en Ukraine, ce qui est complètement différent. Donc, est-ce que le fait de changer Zelensky va finalement résoudre la question? Non. La question sera résolue quand réellement l'une des parties au combat aura perdu ou aura la conscience qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle a besoin de temps, donc dans ce cas, elle fera une pause. Est-ce que Zelensky, son départ peut être utilisé pour créer cette illusion? Oui, ça c'est tout à fait possible, surtout que nous voyons que les autorités russes ont une envie phénoménale de croire aux illusions, et c'est quand même une certaine constante, en tout cas dans la politique russe, de vouloir se faire berner. Ensuite, derrière, après, ils vont crier qu'on nous s'est fait avoir, on nous a trompés, on nous a trahis, puis jamais on va avancer. Mais en attendant, l'Occident va pouvoir gagner peut-être quelques années si la Russie, effectivement, joue le jeu, en sachant très bien d'ailleurs que c'est un jeu. Là se posent deux questions. La première, on va dire, avant de poser des questions, première remarque, si réellement il y avait eu la volonté d'arrêter ce conflit de la part des Atlantistes, il aurait été suffisant de dire à Zelensky, vas-y et va signer. On va être réaliste, Zelensky n'a strictement aucun pouvoir politique. Donc si on lui dit d'y aller, il va y aller. Donc c'est pas le problème de Zelensky qui bloque la question de la paix, c'est le fait que les forces qui ont mis le visage de Zelensky afin de donner une couleur nationale ukrainienne à peu près à ce conflit, parce que ce serait quand même de très mauvais goût de reconnaître que les pays de l'OTAN se battent directement contre la Russie en Ukraine, il faut quand même un pare-feu. Et Zelensky joue ce rôle de pare-feu médiatique. Il aurait été déjà réglé ce conflit. Donc, à partir de là, c'est deux questions. L'on parle de Zaloujny. Ok, Zaloujny. Mais est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce que la personnalité concrète va jouer quelque chose? La personnalité joue lorsqu'il y a réellement une autonomie de décision.
Je ne dis pas que les autorités ukrainiennes, en tout cas ceux qui sont mis en place, n'ont aucune autonomie de décision. Si elles ont une certaine marge, effectivement, oui, de manœuvre, et c'est normal. Comme dans tout pays qui est mis sous tutelle, comme dans les pays colonisés aussi, les autorités locales, l'administration locale avait une certaine marge de manœuvre. L'administration locale qui est mise en place en Ukraine aussi, mais certainement pas pour décider de la paix. Donc, Zaloujny ou Zelensky, globalement, ça changera rien. En revanche, quel est l'intérêt? Effectivement, l'on voit Trump qui grogne, on voit les médias occidentaux qui grognent, etc. contre Zelensky, parce que il a perdu tout son capital politique. Il n'est plus capable de produire l'illusion. Donc, il y a une fatigue à l'intérieur du pays parce que, objectivement, oui, les Ukrainiens sont fatigués. Il y a une fatigue à l'extérieur parce que, bon, ça bouge pas très bien, ça se passe pas bien. Ils n'arrivent pas à tenir les rênes comme il faudrait les tenir, comme l'administration locale devrait le faire. Donc, il faut changer un petit peu le visage afin justement de surtout ne pas changer la ligne politique. Et on en arrive finalement à la dernière étape de l'interrogation, Trump, et son ultimatum de 10-12 jours. À qui adresse-t-il son ultimatum? Certainement pas à Zelensky. Il l'adresse à Poutine. Donc le problème pour les élites occidentales, ce n'est pas Zelensky, c'est bien Poutine. D'accord, donc j'aimerais revenir au premier élément que tu as évoqué. Donc il y a des gens qui manifestent sur des sujets techniques qui normalement devraient figurer parmi les dernières de leurs priorités, vu effectivement les conditions réelles dans lesquelles ils vivent. Et donc il y a une main ou des mains qui déploient une technologie, pas au sens français du terme, mais au sens russe du terme, c'est-à-dire un stratagème pour atteindre un objectif politique. Une ingénierie politique. Une ingénierie, voilà. Et donc se pose la question, qui a intérêt en Ukraine? Alors à l'étranger, on comprend, tu l'as expliqué, Zelensky a perdu son capital politique, donc il est temps d'introduire du sang neuf pour retrouver la même hiérarchie fonctionnelle, avec Washington qui dirige et Kiev qui exécute. Et donc on présente peut-être Zaloujny, peut-être demain Tymoshenko, Yulia Tymoshenko et d'autres comme des alternatives. Mais en Ukraine, qui a intérêt à encourager des gens à sortir, quitte à les payer, et qui a la possibilité, le pouvoir de donner l'ordre au TTSK de ne pas sortir, parce qu'a priori, les concurrents directs de Zelensky ne sont pas en posture suffisante pour le faire. On a Poroshenko qui est en prison, on a Alexei Arestovitch qui est en exil aux États-Unis, on a Tymoshenko qui, ça fait longtemps, qui a perdu son aura et son influence en Ukraine. Donc, qui en Ukraine est assez puissant pour saper les fondements du pouvoir, entre guillemets, de Zelensky et pousser les gens dans la rue et dire au TTSK, restez chez vous? De manière autonome. Boudanov, peut-être. De manière autonome, absolument personne, évidemment, comme tu viens de le souligner d'ailleurs très justement, ce qui montre bien qu'il s'agit d'un mécanisme qui est parfaitement contrôlé de l'extérieur. Et là, deux remarques. Un, cela montre que il existe des concurrences aussi à l'extérieur entre la manière, pas sur la finalité du conflit, mais sur la manière d'arriver à cette fin, c'est-à-dire à la défaite de la Russie et à la victoire de l'OTAN en Ukraine. L'Ukraine, elle a déjà perdu, elle n'existe plus, donc elle peut ni gagner ni perdre, elle n'est plus. Donc là, la question a été réglée. Mais ils utilisent également pour cela la question des concurrences intérieures. Vous avez un groupe qui est au pouvoir. Ce groupe, elle s'est bien nourri, comme cela a été montré, puisque toute l'aide qui est apportée disparaît petit à petit en cours de route au fur et à mesure, en fait, où elle se rapproche du but pour lequel, normalement, elle a été apportée. Mais il y a d'autres groupes qui ont faim. Donc, de l'extérieur, cette concurrence à l'extérieur joue aussi sur ces groupes intérieurs et promet, en quelque sorte, pas de lutter contre la corruption, mais simplement détourner certains mécanismes au profit d'autres groupes parce que eux aussi, entre guillemets, ont besoin de manger. D'accord, et donc il se pourrait même que ce soit dans l'entourage de Zelensky que se trouvent des gens qui sont en train de se retourner contre Zelensky, notamment Podolyak et d'autres, etc. Peut-être. Ou peut-être pas. Tout à fait, peut-être d'autres cercles de pouvoir. Tout est possible, hein. Surtout que, sincèrement, en ce qui nous concerne, nous, de façon stratégique, parce que de toute façon, on va pas les bouffer au râtelier, donc, en ce qui concerne nous, de façon stratégique, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change strictement rien. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, derrière,
de l'étranger, ce mécanisme est fait. Pour l'instant, c'est difficile d'avoir réellement toutes les cartes afin d'analyser cette question, mais c'est à la limite le seul intérêt pour nous quand on analyse la situation. Après, que ce soit X, Y ou Z qui viennent manger sa part du gâteau, globalement, ça changera strictement rien sur le conflit. D'accord. Alors maintenant, revenons à l'ultimatum. Alors l'ultimatum au début était de 50 jours et donc beaucoup de gens avaient crié, poussé leur cri d'orfraie et ont dit que c'était un cadeau donné à Poutine pour pouvoir définitivement gagner. Car effectivement, quand on va l'avancer, on va en parler un peu de l'armée russe au niveau du front, à Pakrovsk, à Konstantinovka et le rapprochement de Kramatorsk et de Slaviansk, qui restent les deux derniers nœuds gordiens pour intégrer toute la région de Donetsk. Eh bien, on a dit qu'il a offert le temps suffisant pour reconquérir ces territoires. Mais immédiatement après, on descend à 12 jours. Alors, comment expliquer cette contraction-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qui se passera si Poutine ne réagit pas et continue la guerre après 12 jours? Parce que la stratégie de Trump, elle marche quand l'autre partie prenante a peur. Effectivement, ça marche. Mais quand elle n'a pas peur, se pose la question de l'impuissance de Trump. On l'a vu avec la Chine, où il a menacé de multiplier les droits de douane, etc. Quand la Chine ne s'est pas pliée, il s'est rétracté. Et donc, il n'y a pas que le capital politique de Zelensky qui est en train de fondre comme neige au soleil, mais également celui de Trump, qui s'est discrédité à plusieurs reprises en menaçant de l'Armageddon à chaque fois, et puis pour mieux se rétracter après. Donc à quoi ajoutons? Pourquoi on est passé à 12 jours, sachant que ça n'aura aucun effet? Parce que de toute façon, que ce soit 50 jours, ou 12 jours, ou 5 jours, ou 3 heures, ou 2 jours, ça ne change strictement rien, non plus. Trump change d'avis à peu près tous les 2 jours, donc on va attendre d'ici quelques jours ce qu'il nous dira de nouveau. 50 jours pour lui, vu manifestement son inconstance chronique, à mon avis, ça doit se rapprocher de l'éternité. Donc, tout à coup, il a peut-être eu une crise d'angoisse face à cette vide intersidéral qui se présentait devant lui. En ce qui concerne l'avancée de l'armée russe, oui, ça a dû lui faire peur, mais on va quand même garder toute proportion. L'armée russe avance, mais elle avance lentement. Ça fait quand même longtemps qu'elle avance lentement. On peut pas dire qu'il y a aucune offensive phénoménale sur le front cet été non plus. Il y a une certaine avance constante, oui. Donc je ne pense pas que ce soit la rapidité foudroyante de l'armée russe qui ait fait trembler de peur Trump non plus. Il y a, à mon avis, plus un problème d'agenda politique américain et effectivement, il a du mal parce que là, il a eu une victoire avec les droits de douane face à l'Union européenne parce que l'Union européenne est une colonie, donc de toute façon, ils allaient s'écraser, donc ça, c'était pas difficile. Et ils se sont platement écrasés, ce qui va coûter une fortune à chaque contribuable des pays de l'Union européenne. Puisque, rappelons quand même rapidement que pour garder des droits de douane de 15%, il va falloir multiplier par 3 les achats faits aux États-Unis. Donc, ça va coûter extrêmement cher. Ensuite, l'autre problème, c'est que Trump, globalement, n'a rien. C'est-à-dire qu'il a menacé quoi sinon? Il a menacé d'augmenter les droits de douane contre la Russie. Ok. Et puis, la Russie vit sous sanctions depuis combien de temps? Le seul problème, c'est qu'il joue pas avec la Russie, il joue avec les élites globalistes qui sont en Russie, qui sont surtout toujours pas sorties en fait de cette logique du paradigme, même si au fond d'elles, elles sont persuadées d'avoir un discours patriotique pour certaines, etc. Il y a une approche qui, pour le coup, est psychologique et est effectivement beaucoup plus intéressante, en tout cas de l'équipe de Trump qui a joué ça. Si l'on s'en tient par exemple aux déclarations de Peskov aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, qui toujours dans ces cas-là a quand même le don d'exaspérer très très profondément, il a déclaré que justement au sujet de cette réduction du délai, je cite parce que quand même il faut revenir aux sources, donc aux mots qui ont été prononcés, que la Russie a pris connaissance de la décision de Trump, mais qu'il voudrait éviter quand même à produire une estimation de ses paroles. D'accord? Donc, on sent quand même la puissance politique derrière, la conviction, cette volonté d'aller en avant. Et surtout, quand on parle non-stop, notamment en Russie, de la guerre de l'information, on voit à quel point la production du discours politico-médiatique en période de guerre est complètement réduite à néant, puisqu'il ne produit strictement
aucune fonction qu'il devrait produire. Il ne permet pas de faire pression sur l'ennemi et de le contenir. Il ne permet pas de consolider la population. Donc là, ici, il y a quand même un très très sérieux problème, et surtout qu'il ne s'est pas arrêté là quand même, notre Peskov national. Non, il a continué. Et histoire de mettre la petite cerise sur le gâteau de crème, et on a l'impression que la cerise est en train de s'effondrer complètement à l'intérieur du gâteau, parce qu'il fait très chaud ici quand même, c'est peut-être pour ça aussi. Donc, il a rajouté en disant que la Russie est toujours très attachée au processus de paix, mais que Moscou voudrait quand même, regrette de voir que la normalisation avec les États-Unis actuellement se fait de façon assez ralentie, c'est surprenant quand même, et il voudrait quand même avoir une normalisation plus rapide des relations entre les États-Unis et la Russie. Non, mais il est gentil, moi je trouve, Peskov. Non, mais il est vraiment très sympa, parce que quand on regarde ce qui se passe ces derniers temps, il y a non-stop des missiles qui arrivent sur le territoire russe. C'est non-stop, ça n'arrête pas. Ce sont les drones aussi qui sont pas produits tout seuls non plus, etc. Il y a cette nuit encore Donetsk qui a été touché. Là, je suis à Sébastopol. On a hier après-midi eu une alerte au missile. Il fallait quitter tout, se mettre aux abris, etc. Régulièrement, tous les soirs, on a droit à des séances de tir. Mais Peskov, lui, veut la paix. Non, tout le monde veut la paix, on n'est pas contre. Simplement, on n'arrive pas très bien comprendre de quel pays il parle, en fait. Parce que vouloir normaliser des relations avec un pays qui n'attend qu'une chose, c'est votre défaite, il n'y a qu'une façon dans ce cas-là de le faire, c'est d'accepter la défaite. Et d'ailleurs, Trump lui a donné au Kremlin 10-12 jours pour accepter la défaite. Dans le cas contraire, on pourrait juste rappeler quand même aux élites dirigeantes que après la victoire, les relations avec les États-Unis seront idéal. Il n'y aura strictement aucun problème dans les relations entre la Russie et les États-Unis. Et là, ce seront de véritables relations intergouvernementales. Mais d'abord, il faut la victoire. Bon, alors je vais essayer de jouer le rôle du journaliste dans le métier de contredire, juste pour te challenger par rapport à la communication russe. Alors, si on partait de l'idée que cette communication est savamment pensée et qu'elle s'articule autour de la logique du bon et du mauvais flic, où on a le bon flic, c'est Peskov, qui dit un discours policé, un discours de paix, de diplomatie, de rapprochement, de normalisation, parce qu'il est orienté principalement vis-à-vis des médias étrangers, devant lesquels la Russie doit montrer qu'elle est de bonne foi et qu'elle veut la paix. Et que de l'autre côté, le méchant flic, le rôle du méchant flic est joué par Medvedev sur Twitter, X, qui nous sort à chaque fois les armes nucléaires, l'Armageddon, il faut raser Londres, il faut etc. Mais lui, c'est pas grave, il parle pas au nom du président, lui c'est un alcoolique, on le présente comme ça, comme un fou furieux, à qui on peut pardonner tous les excès. Donc c'est comme ça que les ennemis de la Russie le présentent. Et donc on a au fait la communication officielle et les policiers, donc devant les médias occidentaux, et puis l'autre qui cherche à rééquilibrer. Et que là, les Russes ne sont pas bêtes et qu'ils savent très bien que des missiles tombent sur le territoire russe, etc. Mais qu'ils sont obligés de faire semblant d'être de bonne foi, de vouloir la paix, le rapprochement, etc. Alors, effectivement, se pose un problème, c'est le problème du public quand on parle. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus cette différenciation ni géographique ni technologique dans le sens direct, c'est-à-dire quand vous partez à certains médias, la technique vous conduit à parler à certaines personnes et à d'autres. C'est-à-dire que quand on était dans le cadre soit de la télévision qui était en une seule langue, sa langue nationale, soit des médias étrangers, vous saviez très bien quand vous étiez un personnage politique, un communicant, que si vous parliez à vos médias nationaux, vous vous adressiez à votre public national, il y avait très très peu de chances pour que, en tout cas, tout soit repris pour un autre public. Donc, vous arriviez à calibrer votre communication en fonction de votre auditoire. De la même manière, lorsque vous parliez à des médias étrangers, à l'intérieur, ce qui filtrait pour votre auditoire était justement filtré, ce qui permettait réellement de maîtriser la communication. Donc ça, c'est le premier problème des communicants aujourd'hui, c'est qu'ils produisent un seul discours pour des auditoires diamétralement différents. Ce qui affaiblit profondément la capacité de ce discours. Parce que pour discuter avec les personnes ici, Sébastopol c'est quand même très particulier parce que c'est une ville qui s'est quand même soulevée 3 fois
pour défendre le monde russe. Donc, on parle de la guerre de Crimée, on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle de 2014. Donc, il y a un patriotisme qui est extrêmement vivant et qui n'est pas un patriotisme de façade. Mais même si on en repart, on discute avec les gens à Moscou, je peux pas dire que cela plaise à tout le monde. Parce que ils ont aussi des proches qui sont sur le front, parce que ils ont des amis qui habitent ou de la famille qui habitent dans les régions qui sont touchées régulièrement, parce que les images de Belgorod ou les villages qui sont détruits circulent aux médias du soir aussi. Donc les gens sont extrêmement concernés, ils comprennent pas très bien pourquoi, avec qui et comment il faut parler. Il faut se souvenir quand même que à la grande époque des actes de bonne volonté extrêmement unilatéraux, c'est-à-dire des premières négociations d'Istanbul, la réaction a été extrêmement virulente contre ce discours produit justement à l'intérieur, même dans les chaînes Telegram patriotiques, parce que c'était absolument indigeste. Donc, il y a aujourd'hui ce problème, c'est que quand Peskov parle et fait son compte-rendu, puisque là, en l'occurrence, il s'agissait du briefing quotidien, il s'adresse aux médias russes. Après, c'est repris à l'extérieur, mais principalement, il s'adresse aux médias russes. Il donne pas, à ce moment-là, une interview à CNN ou à Telegraph. Donc, il y a ce problème de calibrage du discours qui n'est absolument pas du tout calibré. En ce qui concerne Medvedev, il est effectivement complètement caricaturé dans les médias occidentaux parce que on n'est quand même pas face à un Yeltsin. Je pense qu'il faudrait quand même remettre un petit peu les pieds sur terre. En revanche, c'est vrai qu'il a tendance à se lâcher un petit peu. Donc, ça, c'est également absolument indéniable. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est également extrêmement productif. Parce que quand vous avez d'un côté Medvedev qui explique, et en principe il a raison, en espérant quand même qu'il soit sincère lorsqu'il le dit, que pour assurer la sécurité stratégique de la Russie, ce qui a été quand même un des éléments essentiels du lancement de l'opération militaire en 2022, globalement il faut aller jusqu'à Kiev et laisser l'Ukraine de l'Ouest tranquille. Mais tant qu'il n'y a pas de maîtrise du territoire, il ne pourra pas y avoir réellement de questions stratégiques de sécurité pour la Russie. Mais de là derrière à quoi qu'il se passe, lancer la menace de l'arme nucléaire, c'est pas sérieux. Et on voit aussi que cette banalisation dans le discours est faite peut-être justement pour rassurer plus le peuple russe intérieur que pour faire peur à l'extérieur, dans la mesure où cet excès d'un côté est censé compenser l'excès de l'autre. Or, l'excès qui va sortir la question de l'arme nucléaire dès qu'il y a un problème, est-ce que réellement c'est crédible? Non. Il y a beaucoup d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus efficaces et qui pourraient, elles, être faites s'il y avait réellement une volonté politique. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a effectivement un sérieux problème parce que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, la Russie arrive petit à petit aux frontières, en tout cas, de Donetsk, de la République de Donetsk. Lugansk est quasiment déjà complètement libéré. Kherson-Zaporozhye, ça va être difficile. Ça, c'est clair. Mais globalement, le front est en train de s'effondrer. Il y a ce qu'ils appellent les zones tampons qui sont mises en place. Et cette question aussi de zone tampon est extrêmement surprenante parce que et c'est quoi le statut juridique d'une zone tampon actuellement? Ils s'occupent de récupérer le territoire russe ou ils mettent en place une zone déshumanisée, réduite à néant, qui doit protéger des zones de part et d'autre qui, elles, seront habitées. Et quel sera le statut juridique de cette zone et des gens qui, quand même, y habitent? Ou alors les gens n'intéressent plus. Donc là, il y a quand même beaucoup de problèmes qui se posent aussi à ce niveau-là. Et ce ne sont pas que des problèmes conceptuels, dans le sens direct, c'est-à-dire de concept. C'est un problème idéologique profond. D'où cet ultimatum de Trump aussi, pour revenir à ce que là, ça fait le lien. La Russie arrive petit à petit aux frontières qu'elle s'était fixées pour libérer les territoires. En tout cas, pas aujourd'hui, demain, mais bon, on commence à s'en rapprocher et la tendance montre que globalement, ça sera fait à la vitesse à laquelle on avance. On va dire que ce sera dans 2 semaines et dans quelques mois, il y a des chances que effectivement, ça puisse être fait, en tout cas peut-être l'année prochaine. Se pose la question de savoir et après quoi? Parce que
d'un côté, il y a strictement aucune volonté d'une grande partie de ces élites d'aller plus loin. Parce que derrière, il faut refaire le business, parce qu'il faut normaliser les relations, parce qu'on a plein de choses à faire en dehors de ça, parce que c'est sympa, le business va permettre déjà de reconstruire, donc c'est pratique. Mais il n'y a pas du tout de conception ni de monde russe, ni de la terre russe, ni du peuple russe. Si, mais genre cette espèce de monde russe sans les frontières, cette version néolibérale, en fait, qui est indépendante. D'un côté, vous avez la Russie avec ses frontières, qui est un État, et de l'autre côté, vous avez un truc. C'est sympa le monde russe, en plus il y a les églises, il y a la religion, il y a la langue, il y a Pouchkine, ça fait vibrer, et puis après on s'occupe de ces choses sérieuses, c'est-à-dire quand il faut construire l'aéroport de Donetsk, c'est fondamental de mettre des millions de roubles pour construire l'aéroport de Donetsk, alors que la ville continue à être bombardée, et qu'ils ont principalement actuellement des problèmes d'électricité et d'eau. Donc il y a quand même un petit problème qui se pose au niveau de la gestion des priorités, et Trump et l'Occident le sentent parfaitement. Donc ils insistent à mort maintenant, parce qu'il y a effectivement toute une partie des élites russes qui n'ont absolument pas du tout envie d'aller plus loin, et qui même pourraient s'arrêter très très bien maintenant si réellement il y avait en face une volonté de signer quelque chose. Deux problèmes. Un, ça ne passera pas bien du tout au niveau de la population, et deuxièmement, de toute manière, il y a quand même cette conscience que ça ne réglera pas le problème, parce que le danger n'est pas de savoir si on va jusqu'à la fin de Zaporozhye, si on rentre sur l'autre région de Dnipropetrovsk, ou si on continue, ou si on s'arrête. Le problème est que tant que ces élites globalistes tiennent même 5 km² en Ukraine, il y aura derrière un danger, parce que ça sera peut-être réglé en Ukraine, ça va exploser en Moldavie, ça peut exploser dans les pays baltes, ça peut utiliser la Pologne, qui pour l'instant n'a pas une énorme envie, parce qu'elle comprend très bien que si elle part en avant, c'est elle qui doit servir de chair à canon pour remplacer la chair à canon ukrainienne qui est en train d'arriver à son terme naturel. Mais de toute façon, si l'ordre est donné, ils n'auront pas le choix. Donc, il y a effectivement ce jeu d'hésitation un petit peu de part et d'autre, ce qui peut peut-être expliquer aussi le fait que le front avance un petit peu plus lentement, parce que pour l'instant, on avance, mais en se demandant, en tout cas les élites politiques se demandent, et derrière on fait quoi et on fait comment? Est-ce qu'on a le courage de faire ce qu'on devrait faire, ou est-ce que finalement on n'aura pas le courage de faire ce qu'on devrait faire? Et là, c'est une question qui est fondamentale, parce que ça va entraîner réellement l'avenir de la Russie, et pas que de la Russie d'ailleurs. Effectivement, bon, tu m'as convaincu par rapport à la communication dysfonctionnelle. Et puis par rapport au monde russe, effectivement, tu as fait en part sérieusement du monde russe. Dans la doctrine militaire et dans l'opération militaire spéciale, il faudrait également intégrer Odessa, Mykolaiv, Kharkov et d'autres régions dont on ne parle plus aujourd'hui. Ils font plus partie du jeu russe en tout cas. Alors sur l'autre côté du front, mais cette fois le front mondial, pas uniquement en Ukraine, on a quand même deux éléments intéressants. Il y a d'un côté Azerbaïdjan, qui est en train d'adopter une posture hostile à la Russie. Et quand je dis hostile, ce n'est pas qu'un euphémisme, puisqu'il y a des gens qui ont été arrêtés en Azerbaïdjan, des Russes. Il y a eu des journalistes qui ont été arrêtés, des locaux qui ont été perquisitionnés. Il y a des vidéos, on a montré des gens en train d'être humiliés par la police azérie, des Russes humiliés, etc. Alors que le point de départ de cet accrochage est anodin. Je veux dire, c'est quelques mafieux d'origine azérie, mais qui ont également la nationalité russe, qui avaient été arrêtés de manière un peu musclée par la police russe à Kaliningrad. 2 sont morts lors de cette arrestation. Et Bakou utilise cet élément comme prétexte pour enclencher des vagues d'hostilité à l'égard de la Russie, celles que j'ai évoquées, mais également d'autres, la fermeture des écoles russes en Azerbaïdjan, etc., comme s'ils attendaient le prétexte pour déployer cette rhétorique et cette politique anti-russe. La Russie ne réagit pas, ou très timidement. Quand elle réagit, c'est un peu à la Peskov, en rappelant les liens solides et inébranlables qui lient la Russie à l'Azerbaïdjan, et que c'est plus solide que tout cela, etc. Et de l'autre côté du front international, on a le secrétaire d'État à la Défense, le secrétaire d'État américain à la Défense, qui menace de raser Kaliningrad uniquement avec de l'armement conventionnel terrestre qui entoure l'enclave ou l'exclave de Kaliningrad. Alors, que doit-on penser de tout cela? Est-ce qu'on cherche à étirer le front et à disperser l'effort russe en créant de nouveaux foyers de tension afin de soulager un peu le poids sur le front ukrainien? Ou cela s'inscrit-il dans une contre-stratégie occidentale qui part du principe que tôt ou tard, dès que le conflit en Ukraine se terminera, la Russie va se charger des pays baltes, notamment pour garantir le corridor qui permet de relier le territoire russe à Kaliningrad et pour mettre à l'épreuve l'OTAN.
et que pour empêcher une attaque russe sur les pays baltes, autant créer un foyer de tension en Azerbaïdjan, donnant l'ordre à la Turquie, à l'Azerbaïdjan, d'enclencher des hostilités de l'autre côté de la frontière russe. Alors, qu'en penses-tu? À mon avis, il y a plusieurs grilles de lecture, hein, et il y a plusieurs facteurs qui jouent réellement. Tout d'abord, pour revenir sur la question de la faible réaction de la Russie en ce qui concerne l'Azerbaïdjan, ça aussi, on peut dire que ça passe quand même très très mal à l'intérieur du pays. Tout d'abord parce qu'en Russie aussi, il y a une immigration qui est de plus en plus forte, et immigration pardon, qui est de plus en plus forte et qui ne s'intègre pas, qui reprend la méthode des ghettos. Et cela concerne notamment l'immigration venue de pays d'Asie centrale, hein, donc comme l'Azerbaïdjan. À partir de là, l'on voit des déclarations et des comportements extrêmement agressifs de ces diasporas. Et la Russie a ici fait 2 erreurs, hein, au départ en tout cas. La première erreur a été de rendre les corps des 2 personnes qui ont été, qui sont décédées lors de l'arrestation, qui sont décédées d'une crise cardiaque, je rappelle, hein, et qui n'ont pas été, sont pas fait tirer dessus, hein, et qui ont été accueillis comme des héros nationaux. Ce sont des bandits. Ça, après, l'arrestation a été musclée ou pas, mais ce sont des bandits. Personne ne le remet en cause. Donc, ils ont été commis des homicides, etc. Tout à fait. Voilà. Des crimes de sang et qui sont accueillis comme des héros nationaux. Donc, déjà, pourquoi la Russie a rendu les corps? Ce sont aussi des citoyens russes. Hein. L'enquête est toujours en cours. Rien n'est fini. Donc, de toute façon, il n'y avait absolument aucune urgence à le faire. Deuxième chose, après ces différentes déclarations extrêmement belliqueuses du président Azeri, qui, rappelons, s'est mis totalement du côté ukrainien, a déclaré plusieurs fois soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, vient de passer un contrat d'approvisionnement en gaz avec l'Ukraine, contournant la Russie. À partir de là, nous retrouvons Peskov, qui déclare, mais soyons honnêtes, il ne parle pas en son nom propre, hein, qui déclare que la plupart des ressortissants azéris ont une excellente réputation en Russie et suivent parfaitement la loi. Soit, mais, et alors? Ça ne change rien au fait qu'il y a de sérieux problèmes. En tout cas, des relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Ce qui se passe en Azerbaïdjan, c'est un peu ce qui se passe dans tout l'espace post-soviétique. C'est-à-dire qu'au moment de la chute de l'Union soviétique, ces espaces qui n'ont aucune histoire étatique dans ces frontières-là, puisque dans ces frontières-là, ils ont été constitués par l'Union soviétique, et les institutions ont été placées à ce moment-là aussi, étatiques, dans ces frontières. Il y a eu un travail extrêmement important pendant plusieurs dizaines d'années pour monter une forme de nationalisme local, une espèce de faux patriotisme qui était censé en fait provoquer l'éclatement objectif de l'Union soviétique, mais également rompre ce lien entre des peuples qui vivaient ensemble quand même depuis assez longtemps et créer une espèce de fausse histoire nationale, fausse culture nationale, et pour certains d'ailleurs même une fausse langue nationale, puisque par exemple l'ukrainien a été quand même, on va dire, les règles grammaticales établies au début par les bolcheviks après la Révolution. Donc tous ces détails ont ensuite été évidemment complètement gommés de la véritable histoire et remplacés par une histoire réécrite. Et l'on voit donc en fait toutes ces parties du territoire qui maintenant sont utilisées, sont en quelque sorte réactivées et doivent entrer dans le jeu pour lequel ils ont été constitués lors de la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'au moment de la chute de l'Union soviétique, il n'a pas été possible d'aller jusqu'au bout puisque la Russie en tant que telle, même si elle était très faible, avait encore une certaine résistance politique intérieure puisque elle avait des traditions, une civilisation. Donc, ça n'a pas été possible de l'écraser complètement, même si le coup a été extrêmement fort. En revanche, il a été possible de complètement dénaturer tous ces petits territoires éclatés autour d'elle, de les remplir par une autre histoire et une autre vision des choses. Et aujourd'hui, ils sont activés justement pour finir le travail qui n'a pas été possible de faire en 1991. Est-ce que réellement ils vont aller jusqu'au bout ou pas? Ça, c'est
quand même difficile à dire. En ce qui concerne donc l'Azerbaïdjan, pour l'instant, reste dans une espèce de statu quo, c'est-à-dire que le soutien qu'il apporte à l'Ukraine est plus verbal quand même qu'autre chose, mais l'on voit effectivement une tension extrêmement forte. Le problème, que peut faire la Russie? Bon, au minimum, elle pourrait changer de discours politique, ça serait pas mal, et ça permettrait en tout cas de pas perdre la face, parce que le problème aussi de toute cette mise en scène, parce qu'il y a toute une à côté mise en scène, et le metteur en scène ne se trouve évidemment pas dans l'espace post-soviétique, c'est aussi de montrer la faiblesse de la Russie et de la décrédibiliser sur la scène internationale, parce qu'on respecte les forts, on respecte pas les faibles. Or là, elle envoie beaucoup de signaux de faiblesse, ce qui bizarrement et de façon regrettable, efface le crédit politique qu'elle obtient sur le front justement en avançant. Et c'est pas pour rien d'ailleurs justement que c'est mis en place. Ensuite, militairement, politiquement, elle a peu de choses en fait à faire. Un contrôle plus important est mis en place à l'égard des ressortissants azéris qui rentrent en Russie. La question de l'expulsion des éléments extrémistes est largement soulevée. Donc il y a une réaction sociale, politico-sociale, mais objectivement pour l'instant la Russie contre l'Azerbaïdjan ne peut pas faire autre chose. La question de Kaliningrad qui s'ajoute effectivement, puisque comme ça on voit en quelque sorte un élargissement du front, en tout cas potentiel, anti-russe politique se mettre en place, voire à tendance militaire, est intéressante parce que ce discours d'une pseudo-volonté de la Russie d'aller agresser les pays baltes pour établir un pont avec Kaliningrad est une fantasmagorie totale. Ça transfère en fait ce qui se passe réellement pour le coup entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui a conduit en fait l'Arménie à céder complètement toute une partie du territoire à l'Azerbaïdjan, ce qui permet à la Turquie d'avoir dans ce cas-là un corridor direct d'accès avec son satellite. Donc, il y a en quelque sorte une transposition de la technique mise en place par la Turquie face à l'Arménie, qui est transposée à l'égard de la Russie et des pays baltes. Or, le véritable danger pour les pays baltes actuellement, c'est l'OTAN. Parce que en produisant ce discours, en disant que Kaliningrad peut en quelque sorte être, dans ce cas-là, attaqué et que techniquement c'est faisable, parce qu'on entend sur toutes les ondes de télévision françaises, ils mettent les pays baltes en danger. Parce que si réellement il va y avoir un danger, dans ce cas-là, effectivement, oui, l'armée russe, elle va y aller. Et les pays baltes, ils vont pas résister longtemps quand même. Donc, parce qu'ils sont gentils, mais on peut pas dire qu'ils sont quand même extrêmement armés, que leur armée est pas extrêmement puissante. Ils ont quelques présences militaires étrangères sur ce territoire, mais principalement américaine et allemande, mais non américaine. Mais par contre, ça n'ira pas très très loin quand même. Donc, c'est en fait ce discours qui est développé en Occident qui met les pays baltes en danger, parce que du coup, oui, ça en fait une cible. Parce que si Kaliningrad est attaqué, c'est pas la question de lancer une arme nucléaire, non, c'est le fait que réellement il y a toute une escalade qui doit être mise en place et qui va lancer notamment la question de la reprise du territoire, de l'accès au territoire, parce qu'en ce cas, il faut garantir et sécuriser le territoire. Et ça passe par les pays baltes. Donc, d'où vient le danger finalement? Et comme partout, on le voit ici, on le voit ailleurs, le danger, c'est pas la Russie, le danger, c'est l'OTAN. Oui, tout à fait. S'il n'y avait pas de menace sur Kaliningrad, il n'y aurait même pas de quoi parler d'une invasion des pays baltes ou autre chose. Mais le problème, si on se met à la place des experts américains, et qu'on analyse froidement d'un point de vue géopolitique sur le long terme, on constate quoi? Pour en déduire que la Russie pourrait éventuellement attaquer les pays baltes, si jamais ils se sont menacés dans ses intérêts vitaux, notamment Kaliningrad, même s'il n'y a pas d'invasion de Kaliningrad. Parce que l'intégration de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN annule 3 siècles de politique russe dans la région, depuis Pierre le Grand. Et depuis les différentes guerres menées contre la Suède, etc., pour s'ouvrir une fenêtre maritime, le port de Saint-Pétersbourg, etc., parce que désormais, avec l'intégration de ces 2 pays à l'OTAN, même s'ils l'étaient de facto, mais c'était pas de jure, et ben aujourd'hui, la mer Baltique est devenue un lac otanesque, au sein duquel la Russie ne peut plus littéralement se projeter militairement.
Et Kaliningrad est devenu totalement isolé, même du point de vue de la géostratégie, puisque l'OTAN contrôle intégralement aujourd'hui la mer Baltique. Que la Russie ne peut pas rester les mains croisées et voir une fenêtre qu'elle a passé 3 siècles en versant du sang, le sien, mais également ceux des autres, pour l'obtenir et de la perdre comme ça sans rien faire. D'autant plus, comme tu l'as rappelé, les pays baltes, c'est quoi? C'est des pays à 1 million d'habitants avec une armée de 20 000 hommes. Ils ne seront pas capables de tenir plus d'un mois, je veux dire, avant même moins, si jamais l'armée russe entre. Et je vois très mal les États-Unis enclencher l'Armageddon avec des missiles nucléaires pour les 3 pays baltes. Donc l'article 5, il est bien gentil, mais il y a des risques qu'il ne soit pas réellement activé si jamais la Russie entre dans les pays baltes. Et donc peut-on dire que c'est crédible, cette crainte de l'OTAN qui a semé les germes de tout cela, en intégrant ces pays dans l'OTAN et en menaçant Kaliningrad, mais que factuellement, il y a une possibilité sur le plan purement géopolitique, la Russie pense à cela? Je dirais que c'est logique dans le cadre de la vision politique et géostratégique américaine. Ça n'est pas logique dans le cadre de la géostratégie russe actuelle. Et en ce sens, les stratèges américains projettent leur vision, non seulement des choses, mais également leur vision stratégique sur un pays qui, lui, a une vision stratégique et une vision du monde complètement différente. C'est-à-dire que pour que réellement la Russie aille jusqu'à Kaliningrad, il faut que Kaliningrad soit attaqué. D'elle-même, simplement pour reprendre la question du contrôle de la mer Baltique, ce ne sont pas ces élites aujourd'hui en Russie qui le feront, et ça, il faut être réaliste quand même. Donc, en ce sens-là, non, je pense pas que ça corresponde à une réalité ici. Ça pourrait effectivement s'il y avait un autre mode de pensée, mais il n'y a pas cet autre mode de pensée, donc ça semble pas réaliste. Il faut un autre Pierre le Grand pour se remettre à penser comme ça. Malheureusement, effectivement, il y a une telle décadence des élites qu'aujourd'hui, on n'a plus le niveau, au niveau des élites, pour penser des choses aussi compliquées et sur le long terme. Je pense qu'on est allé un peu trop loin. Ils sont beaucoup plus pragmatiques pour ça. Ouais. Mais à l'échelle planétaire, je veux dire, il y a une chute du niveau des élites partout, pas uniquement en Russie, aux États-Unis, en Occident. Quand on voit ce qu'était De Gaulle, ce qu'est Macron aujourd'hui, ce qu'était Roosevelt, ce qu'est aujourd'hui Trump, il y a une chute qualitative évidente. Peut-être pas en Chine ou moins en Chine, mais en tout cas dans le reste du monde, c'est le cas. Karine Jbeché-Golovko, je te remercie infiniment. On a fait 45 minutes, on a été très docile, on n'a pas exagéré, comme d'habitude. C'est l'été, on va quand même pas forcer les gens. Ouais. Merci infiniment et vraiment désolé de te sortir de ce cocon magnifique qui est ton voyage en Crimée pour nous éclairer concernant les événements récents. T'inquiète pas, je retourne là dans mon cocon. J'espère. Voilà, et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode des Game On.